Bonjour à tous et je vous remercie d'être présents à cette session. Je salue aussi ceux qui sont en télétransmission à travers le monde, m'a-t-on dit, et je leur souhaite bonne séance. Alors, la question de l'avenir de l'Europe et de la compétitivité de l'Europe est plus que jamais une question urgente. Sans vouloir noircir trop le tableau, j'aimerais quand même vous citer 2 ou 3 choses. D'abord, on sait que l'Europe est une des régions du monde les plus développées, les plus inclusives socialement, même s'il y a beaucoup de tensions. C'est une des plus ouvertes à l'international et les plus engagées dans la lutte contre le dérèglement climatique. Mais elle est en perte de vitesse, je dirais au moins depuis 1995. Et l'année 2023 qui vient de s'écouler nous montre que l'Europe fait difficilement 0,5% de croissance, alors que les États-Unis sont à 2,5%. Donc il y a, et je ne parle pas de la Chine, bon, qui est à 5% au moins. Donc on a ce décalage qui se produit, ce déclin relatif de l'Europe. Et je dirais que si on regarde dans le détail, le panorama n'est pas tellement plus rassurant. Elle semble de plus en plus dépassée dans le domaine des technologies nouvelles, dont l'intelligence artificielle, les ordinateurs quantiques. Il y a aussi le gros problème dont on va parler sans doute de la voiture électrique, où les Chinois sont en train de se payer la part du lion. Et je dirais que l'Europe continue d'être dépendante énergétiquement. 50% de ses importations, de ses approvisionnements viennent de l'étranger, contre 20% pour la Chine et 0% pour les États-Unis. Pourtant, l'Europe dispose du plus grand marché du monde, des élites scientifiques de premier niveau, des moyens financiers encore considérables, mais elle demeure de fait fragmentée. Quelles sont aujourd'hui les réponses que l'Europe peut faire à des défis, notamment le défi américain de l'Inflation Reduction Act ou du Made in China? Quelles sont les réformes à réaliser en Europe pour parvenir à renverser la tendance de ce déclin relatif? Alors, on va commencer d'abord par parler de l'Inflation Reduction Act. Sébastien Jean a accepté de nous en dire quelques mots. Il est conseiller spécial du commissariat... Et non, je me trompe. Il est professeur titulaire de la chaire économie industrielle au CNAM. Sébastien, tu as 10 minutes pour exposer la position de l'Europe concernant la politique américaine. Merci beaucoup, Michel, et bonjour à tous. Merci d'être là nombreux. Je vais peut-être commencer par la position européenne. Tu as dressé un tableau, je ne sais pas si je serai aussi négatif que toi dans le tableau que tu viens de faire de l'industrie et de l'économie européenne. Je partage les préoccupations, mais je veux juste revenir un instant sur la façon dont on peut caractériser la performance économique de l'Europe depuis économique et commerciale d'ailleurs, depuis presque 30 ans maintenant. On est quand même dans une situation où l'Europe effectivement doit s'interroger sur sa compétitivité, mais il faut aussi, poser clairement le constat. Le constat aujourd'hui, par exemple, ce n'est pas un problème de déficit commercial de l'Europe. Ça, on a l'habitude d'en parler en France, et c'est une réalité, c'est un problème de déséquilibre interne. Mais l'Union européenne, dans son ensemble, non seulement elle est excédentaire, mais elle est structurellement excédentaire. C'est-à-dire, à part l'accident, entre guillemets, de 2022 lié au prix de l'énergie, l'Europe a toujours été, et surtout si on met de côté, surtout l'Europe à 27, parce qu'en fait le Royaume-Uni lui-même était très déficitaire, a toujours été excédentaire commercialement depuis 10 ans, et en fait même beaucoup plus que ça. Donc ce n'est pas un problème de déficit commercial. Par ailleurs, si on regarde même les positions industrielles, au niveau international, au niveau mondial, depuis une trentaine d'années, par exemple, parmi les économies avancées, l'Union européenne est la grande économie avancée qui a le mieux défendu ses positions industrielles et commerciales par rapport
au Japon, aux États-Unis, si vous voulez, l'ordre de grandeur depuis 2000, c'est que là où le Japon et les États-Unis ont perdu 40% de leur part de marché initiale, nous on a perdu peut-être 15%. Je dis nous, on est tous conscients ici que quand on parle des performances commerciales européennes, les bons élèves, ils sont plutôt côté Allemagne, Pays-Bas que France, d'accord? Mais si on parle en termes de politique européenne, il faut regarder l'ensemble et faire ce constat. Alors, et par ailleurs, c'est vrai qu'il y a un ralentissement ces dernières années de la croissance européenne par rapport à celle des États-Unis. Je trouve que j'ai lu récemment beaucoup de constats excessivement alarmistes liés par exemple à des comparaisons en termes de PIB nominal, ce qui, à mon avis, est quand même une erreur d'analyse assez basique, c'est-à-dire que les prix, ça compte, c'est vrai, il ne faut pas l'oublier complètement, mais si on veut regarder en termes de performance, de création de richesse, il faut regarder la croissance en PIB constant ou en termes de parité de pouvoir d'achat, si on veut. Quand on fait ça, on voit qu'il y a effectivement un petit différentiel. Les États-Unis ont cru un peu plus vite que l'Europe, mais ce n'est pas du tout l'abysse qu'on nous décrit parfois. Ce qui m'inquiète plus, au fond, c'est de voir l'inflexion des 5-7 dernières années où l'Europe a l'air de ralentir structurellement et par rapport aux États-Unis. Donc on n'est pas sur la même tendance récente de gain de productivité et de gain de revenus. Alors, quels sont et donc ça, évidemment, c'est inquiétant. On se demande s'il n'y a pas une rupture, s'il n'y a pas un défi devant nous ou une bifurcation qu'on a mal prise. Quels sont les grands défis, au fond? Pour moi, ils sont de 4 ordres, principalement. Le premier, on l'a vu récemment, c'est le prix de l'énergie. Le prix de l'énergie dans un contexte où, évidemment, l'une de nos priorités majeures et, je dirais, au fond, principales de politique économique, c'est d'engager notre transition écologique. Et l'Europe a, à juste titre, une grande ambition à ce niveau-là. Dans un contexte qui a été marqué pour notre région en particulier récemment par la guerre en Ukraine, le marché de l'énergie, qui de toute façon était un enjeu important de la transition écologique, est devenu un défi d'autant plus aigu pour l'Europe, parce que ça s'est traduit par des prix de l'énergie qui étaient extraordinairement élevés, en particulier en 2022, en comparaison de principaux partenaires. Par exemple, un prix de l'électricité ou du gaz qui était 6 à 7 fois plus élevé en Europe qu'aux États-Unis. Donc pour beaucoup de secteurs, c'est absolument insoutenable. Mais plus structurellement, avec une perspective qui est d'avoir des prix du gaz notamment ou de l'électricité qui vont être 2 à 3 fois plus élevés en Europe qu'aux États-Unis, probablement de façon assez structurelle sur les années à venir. Donc ça, c'est un défi très lourd. Soit dit en passant, les États-Unis, c'est un peu le côté inverse, hein, c'est-à-dire qu'eux, pour le coup, ont beaucoup de ressources énergétiques. Ce n'est pas forcément le cas de la Chine. Hein. En Chine, le problème va se poser différemment. Mais enfin, premier défi, le prix de l'énergie, dans le contexte de la transition écologique. Le deuxième, c'est évidemment la montée des tensions géopolitiques. L'Europe, elle a été bâtie, c'est un projet institutionnel finalement qui essaie de discipliner les combats, les luttes de puissance dans des règles. Aujourd'hui, on a un retour quand même de stratégie, de rivalité de puissance qui déstabilise et qui fragilise ce cadre dans lequel l'Europe s'était inscrite et qui convenait bien finalement à la nature interétatique de la construction européenne. Le troisième défi, c'est le fait qu'on a des grands partenaires qui sont par certains côtés aussi des rivaux, au moins sur le plan économique, qui mènent des politiques de plus en plus interventionnistes, de moins en moins cohérentes avec ce cadre fondé sur des règles. Et je pense évidemment à la Chine et à ses politiques industrielles, d'une part, et d'autre part aux États-Unis. Et là, on va y venir. Si j'avais mieux travaillé ma transition, je vous l'aurais dit en dernier pour passer directement à l'IRA, mais je vais y venir dans un instant. En disant qu'il y a quand même un dernier défi majeur, c'est qu'on est dans une période de rupture technologique. On le voit aussi bien du point de vue numérique que du point de vue de la transition écologique qui demande des ruptures technologiques. Et l'Europe a tiré sa force depuis des décennies beaucoup plus de l'innovation incrémentale, de l'amélioration de l'existant, que de l'innovation de rupture, l'invention de quelque chose de franchement nouveau. Donc, évidemment, c'est un défi pour nous. Alors, l'Inflation Reduction Act, voté par les États-Unis en août 2022, en quoi c'est un défi pour nous? D'abord, contrairement à ce qu'on a souvent commenté en Europe, moi, je veux souligner que c'est d'abord une bonne nouvelle, l'Inflation Reduction Act. Pourquoi? Parce que c'est la première fois que les États-Unis
prennent une initiative politique ambitieuse pour engager leur transition écologique. C'est triste à dire, mais c'est la première dans ce sens. Donc, je pense qu'il faut l'accueillir en tant que tel. Après ça, la façon dont ils s'y prennent nous dérange. Pourquoi est-ce qu'elle nous dérange? Parce qu'ils prennent des initiatives qui sont, par certains côtés, en rupture avec leurs engagements internationaux, justement, dans ce cadre de règles, ce cadre commercial multilatéral. Et donc, pourquoi est-ce que je dis ça? Alors, par certains côtés, parce que ce sont des subventions industrielles, sectorielles, et qu'il y a un cadre dans lequel, normalement, on doit, disons, limiter, en tout cas éviter qu'elles puissent porter préjudice aux partenaires. Ça, à la limite, c'est peut-être le moins grave. Mais aussi parce qu'il y a des dispositions dans cette loi qui sont ouvertement en rupture avec leurs engagements, notamment quand ils mettent des crédits, par exemple, sur les véhicules électriques, des crédits d'impôt, qui sont ouvertement conditionnés à des clauses de contenu local, c'est-à-dire qu'ils ne vont bénéficier qu'aux produits qui seront fabriqués localement. L'un des piliers du système commercial multilatéral, c'est ce qu'on appelle le principe de non-discrimination. Je traite pareil une fois qu'elles ont passé la frontière, qu'elles ont payé leurs taxes éventuellement dues à la frontière, les taxes douanières, je traite pareil les importations que les produits fabriqués localement. Et là, c'est une rupture avec ce principe de fond. Donc ça, c'est un problème. Deuxième aspect, après, pour nous, Européens, est-ce que c'est déstabilisant en termes de concurrence? Potentiellement. Je dis potentiellement parce que, pour l'instant, en tout cas, la preuve n'est pas faite. Qu'est-ce qu'on voit dans cette loi? On voit que c'est une loi qui est fondée sur des crédits d'impôt, essentiellement. Ça a une grande simplicité, les crédits d'impôt, donc c'est relativement efficace dans la mise en œuvre par rapport aux projets assez lourds qu'on a l'habitude de déployer en Europe, avec des appels d'offres, avec beaucoup de choses comme ça. C'est fondé sur donc des crédits d'impôt qui sont à la fois à la production, à l'investissement, à la consommation, et puis sur essentiellement le subventionnement par ce biais-là principalement, à la fois des énergies renouvelables et d'un certain nombre de technologies vertes, en fait. Le problème pour l'Europe, c'est que ce que déploient les Américains, c'est d'une échelle assez vaste. On a beaucoup parlé au moment du vote de la loi du montant évalué par les services du Congrès, qui était 369 milliards de dollars, dont il faut bien comprendre que c'était une évaluation qui est vraiment une hypothèse de travail, parce que c'est un guichet ouvert, en fait, cette loi, l'IRA, l'Inflation Reduction Act. Et donc, le montant qui va véritablement être mis sur la table par les Américains au travers de cette loi va dépendre du succès de ces guichets. Et selon certaines estimations, il pourrait aller jusqu'à 1000 ou 2000 milliards de dollars. Donc là, on se dit effectivement, c'est énorme. C'est énorme, mais il y a un peu un effet d'optique, parce que c'est sur 10 ans, voire plus sur certaines dispositions. Et puis, il y a l'échelle de l'économie américaine, qui est énorme. Et donc, quand on regarde les choses un peu plus précisément, quand on les ramène au revenu annuel des États-Unis, le PIB, ce qui est quand même préférable pour essayer de voir les choses clairement, on voit que l'ordre de grandeur, c'est 0,2 à 0,3% du PIB par an de cette aide. Donc, c'est quelque chose qui peut être potentiellement très important, mais ce n'est pas non plus, au niveau macroéconomique, hors de proportion avec ce qu'on peut connaître en France, par exemple, en Europe, je veux dire, ou par exemple en France, avec le plan France 2030, qui déploie 54 milliards d'euros sur 5 ans pour la seule économie française, qui est plus d'un demi-point de PIB par an. D'accord ? Donc, voilà, il y a eu, je pense qu'il faut quand même remettre les chiffres en perspective, mais dans le même temps, reconnaître que potentiellement, ce qui est sur la table côté américain, ce sont des subventions qui seront très importantes, qui peuvent changer la donne, qui peuvent par exemple faire en sorte que la production de panneaux solaires ou d'éoliennes aux États-Unis soit la moins chère au monde une fois considérés ces crédits d'impôt. Donc, ce que je vous dis là vous paraît peut-être un peu paradoxal, mais c'est lié au fait aussi que les secteurs d'appui au niveau macroéconomique sont relativement ciblés. Et donc la question, évidemment, pour l'Europe est de savoir si ça n'est pas quelque chose qui va être à l'origine de perturbations de concurrence et si on ne va pas subir une concurrence un peu finalement déloyale parce que lourdement subventionnée des États-Unis sur les secteurs les plus étroitement concernés. Je ne veux pas être plus long que ça pour obéir au chef du temps. Merci Sébastien. Bon, tu as bien fait de rétablir un peu, de mettre un peu de rose dans la présentation que j'avais faite, hein, ça fait du bien. Bon, cela dit, les problèmes ils ne sont pas toujours résolus et les problèmes de la panne de productivité en Europe, c'est quand même quelque chose qui peut poser problème à l'avenir. Je voudrais aussi dire à ceux qui ont envie, qui souhaitent
poser des questions qui peuvent le faire en utilisant le site hashtag Printemps de l'économie ou Printemps de l'éco. C'est Printemps de l'éco, je crois. Voilà. Merci d'avance pour vos questions. Bon, maintenant, on va aborder le deuxième aspect de cette session, c'est le défi chinois, en quelque sorte. Hein. On a vu que la Chine, dans un certain nombre de secteurs, ne se contente pas, comme Sébastien l'a dit, d'améliorer les technologies occidentales, un peu comme le faisait un peu le Japon ou l'Allemagne sur le plan industriel. Ce n'était pas des innovations de rupture. Avec la Chine, on a un gouvernement qui a choisi délibérément de privilégier des technologies de rupture de façon à, je dirais, break into the market. Et on voit déjà dans les automobiles électriques que le premier producteur mondial de voitures électriques, c'est une entreprise chinoise qui s'apprête et qui est en train de pénétrer le marché français, BYD, je crois. Donc Sarah Guillou, qui est responsable, directrice du département de recherche, innovation et concurrence à l'OFCE. Sarah, c'est à toi. Merci Michel, merci à tous d'être là. Oui, le défi chinois, il existe vraiment pour l'Union européenne. Si on replace historiquement, au XXIe siècle, la première décennie a vu la Chine devenir l'usine du monde. Elle est passée de 3% de la production manufacturière mondiale à 33%. Et aujourd'hui, donc on a le tiers de la production manufacturière mondiale, c'est la Chine. Les États-Unis et l'Europe, c'est 15% chacun. Donc voilà comment se répartit la production manufacturière. Et au cours de la deuxième... Alors ça, peut-être je peux quand même préciser que la Chine a réussi à devenir l'usine du monde avec l'aide des Occidentaux et des pays riches qui ont voulu profiter du marché chinois, à la fois du potentiel de main-d'œuvre et aussi de ce marché considérable que représente la Chine. Et les gouvernements chinois ont aussi fait tout son possible pour attirer les investissements étrangers pour venir produire en Chine. Donc on a beaucoup de producteurs étrangers qui produisent en Chine. C'est important pour la suite, pour la question du marché des véhicules électriques. Donc ça, c'est la première décennie. Au cours de la deuxième décennie du XXIe siècle, la Chine, non contente d'être l'usine du monde, a décidé aussi de défier les pays riches sur le plan technologique et effectivement de pénétrer des marchés sur lesquels on ne l'attendait pas, à coût d'investissement dans la recherche et développement, mais aussi avec des contraintes de transfert de technologie vis-à-vis de ceux qui investissaient en Chine, qui l'ont permis de rattraper, mais aussi de dépasser dans un certain nombre de technologies les concurrents qu'elle pouvait avoir en Europe et aux États-Unis. Donc ça s'est fait aussi avec une volonté très forte du gouvernement chinois de devenir, avec le plan qui a été lancé en 2015, pour 2025, donc on y est, cet horizon de 2025 qui était Made in China, en désignant 10 secteurs clés, dont les semi-conducteurs, mais aussi les batteries, les véhicules électriques, comme étant des secteurs dans lesquels la Chine voulait devenir une puissance économique dominante. Et elle a réussi dans les batteries et les véhicules électriques, pas partout. Mais donc, au cours de cette décennie-là, on voit que la Chine concurrence très fortement non seulement les États-Unis, mais aussi l'Union européenne. Et ça s'est fait avec une volonté forte du gouvernement chinois et qui a subventionné ces entreprises, aidé via des prêts participatifs. Et donc, toutes les modalités d'intervention des gouvernements en général, la Chine les a adoptées pour soutenir et se propulser dans une économie du XXIe siècle avec des positions technologiques extrêmement concurrentes des États-Unis et de l'Union européenne. Donc voilà où on en est en fait. Et ça a fortement affecté la position concurrentielle, la position compétitive de l'Union européenne dans les marchés mondiaux. Bon, il n'en reste pas moins, comme l'a rappelé Sébastien, que l'Union européenne reste une puissance commerciale
qui est la deuxième au monde après la Chine. Donc c'est le deuxième plus grand pôle exportateur, ça reste l'Union européenne. Et puis parmi les puissances exportatrices, on compte, parmi les 10 premières, on compte 5 États membres de l'Union européenne. Donc l'Union européenne reste une puissance exportatrice de premier plan dans plein de domaines qui sont les domaines du commerce international de marchandises, et elle est au premier plan et au premier rang pour ce qui concerne les exportations de services commerciaux. Cependant, elle est quand même défiée, si je ne veux pas dire challengée, sur un certain nombre de marchés par la Chine, sur lesquels elle avait des positions extrêmement confortables et un vrai avantage comparatif, et notamment dans l'industrie automobile, qui reste quand même le cœur de la spécialisation industrielle de l'Union européenne. Et comme l'Union européenne a décidé, vous le savez, cet objectif 2035, de faire en sorte qu'on n'ait plus de production et de vente de véhicules dont les moteurs sont à combustion, on va passer à l'électrique, en tout cas dans la production, et là, on a un nouveau concurrent qui est effectivement la Chine. La Chine, elle produit 75% des batteries ion lithium. Alors, c'est un certain type de batterie, mais c'est les batteries qui sont dominantes sur le marché des batteries. Et elle est extrêmement positionnée avec d'autres partenaires chinois comme le Japon et la Corée, sur tout ce qui sont les premiers composants de batteries qu'on nomme la cathode et l'anode. Et là, la Chine, elle en produit plus. Enfin, avec le Japon et la Corée, ils sont détenteurs de plus de 90% du marché. Donc, oui, les batteries se produisent en Asie. Et les batteries, on en a besoin pour les véhicules électriques. Alors, en Europe, on a des constructeurs automobiles qui savent produire des véhicules électriques, mais on importe à peu près 20% des véhicules électriques viennent de Chine. Et il est prévu que l'année prochaine, ce sera 25%. Alors, l'Union européenne répond. Elle a lancé une enquête pour savoir si les subventions qui étaient versées par le gouvernement chinois pouvaient être qualifiées de telle manière à ce que ce serait jugé comme un défaut de concurrence loyale. Et très probablement que l'issue de cette enquête, ce sera de poser un tarif douanier sur les véhicules chinois. Mais nombreux des experts nous disent ça ne suffira pas. Ça ne suffira pas pour la bonne et simple raison que ces importations qui viennent de Chine, en partie, elles sont produites par des constructeurs européens qui, dans une certaine mesure aussi, financent leur développement européen par leurs revenus du marché chinois. Donc ceux-là, ils pourraient être également frappés par les tarifs. Et puis aussi parce que les constructeurs chinois ont acquis des positions dominantes. Juste, c'est symbolique, mais jusqu'à présent, le sponsor de l'UEFA, de la Champions League, c'était Volkswagen. Et puis depuis, je crois, l'année dernière, c'est devenu BYD, le producteur chinois, qui a remporté le marché. C'est un symbole, mais ça en dit long sur la pénétration, effectivement, des constructeurs chinois. Alors, ce n'est pas le seul domaine où les Chinois menacent la compétitivité européenne, menacent les positions concurrentielles. C'est un nouvel acteur dans la concurrence mondiale. Alors, il y a des limites. Je ne sais pas si je continue, on en reparle après. Je ne sais pas si tu veux refaire un tour. Il faut, effectivement, la Chine, est-ce qu'elle a tous les atouts ? Pas forcément non plus, parce qu'elle fait face, comme ailleurs, à un déclin de sa productivité, un fort ralentissement de sa productivité. Et donc, elle risque d'être moins compétitive qu'elle ne l'a été, ou en tout cas croître moins vite. Elle a un vrai problème aussi démographique. Sa population vieillit beaucoup plus qu'ailleurs. Elle risque d'avoir la plus grande part de personnes âgées dans les années à venir. Et donc ça, elle va devoir le gérer. Et elle ne le gère pas si bien avec son conflit entre les villes et les campagnes, sachant qu'il y a l'emploi, les services de santé, l'éducation sont de préférence bien mieux dotés dans les villes, et qu'il y a une régulation des flux ville-campagne qui est extrêmement contrainte en Chine. Et par ailleurs, elle a aussi un système financier qui laisse à désirer. Alors, juste pour conclure, dans les années 80, la menace, c'était le Japon. Et à l'époque, il y avait un auteur, Ezra Vaughan, qui avait écrit un livre en disant « Japan #1 », et qui cristallisait, en tout cas, qui décrivait toutes les inquiétudes des Européens et des Américains à l'égard du Japon et de la capacité du Japon à venir justement concurrencer
les entreprises européennes et américaines. 10 ans plus tard, le Japon rentrait dans cette période de crise immobilière qui allait conclure que c'était la décennie perdue pour le Japon, et c'était lié à son système immobilier avec cette forte crise immobilière et son système financier. Alors la Chine, elle n'est pas à l'abri non plus, parce qu'elle est extrêmement endettée, elle n'est pas à l'abri aussi d'avoir un ralentissement qui sera un ralentissement d'ordre macroéconomique qui altérerait ses positions concurrentielles dans des marchés technologiques aujourd'hui importants. Merci beaucoup, Sarah. J'ajouterais à ce que tu as dit l'idée que, au fond, l'avenir, l'industrie automobile a été le cœur du développement économique de l'Allemagne et du Japon. Et donc, le fait que ces deux pays soient face à la concurrence chinoise sur leur pôle de compétitivité principal, c'est tout de même un bouleversement qu'il va falloir gérer dans les années à venir. Mais l'avantage avec les années 80, c'est qu'il y a un entremêlement, une intégration de la Chine dans l'économie mondiale qui est dans les deux sens, c'est-à-dire que beaucoup d'investisseurs américains et européens sont présents en Chine. Donc on a un schéma qui est beaucoup plus compliqué que ce qu'il était dans les années 80. Merci. Voilà. Alors, l'intervention suivante est celle de Vincent Ossillou, qui est conseiller spécial du commissariat général à France Stratégie. Alors, il a écrit un article dans Le Monde d'avant-hier, je crois, qui est tout à fait remarquable, je vous conseille de le lire. Économie française, comment atteindre l'objectif européen de décarbonation sans perte de compétitivité? C'est un sacré défi, mais je crois que Vincent a une solution à nous proposer. Vincent. Oui, parce que c'est le défi majeur absolument en ce moment, bien évidemment, de l'Union européenne, puisque nous sommes, à juste titre, la région du monde qui a le plus de mesures proactives, notamment pour la décarbonation. Mais malheureusement, ces mesures se concentrent essentiellement sur les producteurs locaux. Et du coup, nous avons un gros risque d'avoir un scénario comme la France l'a connu au début des années 2000, lorsque ses coûts de production ont augmenté bien plus que pour les autres pays voisins, l'écart de fiscalité également, et du coup la France a été un des pays qui s'est le plus désindustrialisé, et bien évidemment perdre la base industrielle, c'est un gros enjeu parce qu'on sait bien que c'est le vecteur majeur de la productivité, de l'innovation, des capacités de réponse aux enjeux technologiques, et que bien évidemment ça a des conséquences sur les autres secteurs, sur l'emploi. D'ailleurs, il y a une publication de France Stratégie qui montre que quand les sites de production se ferment, les conséquences sur l'emploi dans les secteurs des services restent pendant longtemps très déterminants sur le territoire en question. Et clairement, l'Union européenne, là, avec les mesures de décarbonation qui se concentrent essentiellement sur les producteurs locaux, a un gros risque de plomber sa compétitivité encore plus et donc de perdre sa base industrielle. On voit bien aujourd'hui la dynamique que connaît l'Allemagne, par exemple, qui est très inquiétante. Et on sait bien que la perte de performance de la base industrielle allemande a des conséquences négatives aussi pour la base industrielle française, puisque beaucoup d'entreprises industrielles françaises exportent vers l'Allemagne, qui, elle, fait les produits finis qui ensuite sont exportés dans le reste du monde. Et clairement, c'est un enjeu fondamental. Si la base industrielle au niveau de l'Union européenne se dégrade, on perdra en capacité d'innovation, bien évidemment en taux de croissance, en perte de productivité, et donc on sera de plus en plus dépendant et en perte de souveraineté, et bien évidemment de moins en moins à la frontière technologique, et donc avoir de moins en moins de capacité de réponse aux enjeux sociétaux.
ça serait un scénario totalement catastrophique qui marginaliserait l'Union européenne, bien évidemment, par rapport aux autres régions du monde. C'est un enjeu absolument fondamental. Et là-dessus, un des points fondamentaux, parce que clairement, j'imagine que vous avez en tête que les études récentes du mécanisme d'ajustement carbone aux frontières, donc la mesure qui essaye de préserver la compétitivité, ne corrige pas l'ensemble de la perte de compétitivité, comme c'est indiqué dans le rapport de Jean Pisani-Ferry et Selma Mahfouz. Le mécanisme d'ajustement carbone aux frontières ne pourra corriger que 40% des fuites carbone, puisqu'il faut avoir en tête qu'en ce moment, il y a bien une baisse des émissions carbone en Europe, mais pas une baisse vraiment fondamentale de l'empreinte carbone, parce qu'en fait, on consomme de plus en plus de produits importés fortement carbonés, comme les voitures électriques chinoises, par exemple, et que clairement, donc, on n'est pas sur un scénario de ralentissement du changement climatique, même si l'Union européenne arrive à sa neutralité carbone. Si clairement, en fait, ça se traduit par, comme c'est le cas là, par plus de fuites carbone et donc plus de production dans des pays carbonés et donc une empreinte carbone, donc notre consommation de plus en plus carbonée, ça c'est vraiment problématique. Et le mécanisme d'ajustement carbone, alors, enfin, la Commission européenne évalue que c'est de 20 à 30% de la baisse des émissions carbone en Europe qui sont des fuites carbone, mais clairement, quand on devra faire augmenter le prix des quotas de carbone pour être sur le scénario de neutralité carbone, on aura un taux de fuite carbone encore plus important parce que le mécanisme d'ajustement carbone aux frontières ne pourra corriger que de l'ordre de 40% des fuites carbone. Et donc 60% des fuites carbone continuent à exister. Et clairement, il faudrait des mesures complémentaires. Et la mesure, de ce point de vue, comme on l'a vu notamment sur les batteries, les voitures électriques, outre une politique de subvention, etc., un enjeu fondamental du développement de la production des batteries et des voitures électriques en Chine, ça a été que la Chine a fait une capacité de bien orienter sa demande locale vers les véhicules électriques avant même qu'il y ait une vraie demande mondiale là-dessus. Clairement, alors qu'en Europe, nous étions leaders il y a plusieurs décennies sur les voitures électriques, là où la Chine a pu vraiment devenir le leader mondial, ça a été notamment en s'appuyant d'abord sur une demande locale qui a été très dynamique. Comme vous avez probablement en tête, les deux roues à Pékin à moteur thermique ont été interdits et ça a été donc au développement des deux roues d'abord électriques qui se sont beaucoup développées et ça a bien entendu fortement développé l'industrie locale et qui s'est étendue aux voitures et aussi donc à l'ensemble des domaines, donc notamment de batteries, etc. Et clairement, nous avons un enjeu fondamental en Europe de mieux orienter la demande vers les produits moins carbonés. Ce serait très positif à la fois parce que clairement, nous avons quand même un mix énergétique moins carboné. Donc ça sera plus incitatif pour les entreprises de produire en Europe de manière moins carbonée. Et donc ça sera un facteur à la fois plus positif de compétitivité et d'attractivité notamment des sites industriels et des autres domaines. Clairement, ça sera un enjeu à condition de traiter, bien évidemment, le contenu carbone des produits
pour les produits locaux et les produits importés de la même façon. Et donc là, de ce point de vue-là, de mettre un système de taxe carbone sur les produits finis, comme une TVA verte en quelque sorte, qui sera du coup plus avantageux pour les produits locaux, donc qui avantagera la base productive. Du coup, ça c'est beaucoup plus positif pour les finances publiques également, puisque bien évidemment, plus d'emplois, plus de croissance en lien avec les gains de productivité, la base productive, et plus de moins besoin aussi de subventions aux entreprises pour les inciter à décarboner, puisque ça c'est un vecteur majeur quand la demande finale s'oriente vers des produits qui ont la caractéristique d'être moins carbonés. Clairement, les investissements dans la décarbonation par les entreprises deviendront beaucoup plus rentables, alors qu'aujourd'hui c'est un gros enjeu. Ils ne sont pas suffisamment rentables. Du coup, beaucoup d'entreprises qui pourraient se décarboner ne le font pas parce qu'elles n'y ont pas d'intérêt. Et par ailleurs, on est obligé de mobiliser pour les inciter énormément de subventions. Et là-dessus, il faut avoir en tête que le sujet subvention, bien évidemment, nous mobilisons déjà beaucoup de subventions comme les États-Unis. Alors clairement, on aurait un enjeu de les rendre de manière plus efficace, mais en même temps, il faut bien avoir en tête qu'augmenter encore beaucoup les subventions comme étant la mesure d'incitation à la décarbonation, ça serait également négatif pour la compétitivité, puisqu'il faut bien avoir en tête que les subventions, il faut les financer par des prélèvements obligatoires, et que si on les finance juste par de la dette, il faut avoir en tête que par exemple, aujourd'hui, la gestion de notre dette en France, 50 milliards d'euros, c'est le premier dépenses publiques, et clairement c'est un gros enjeu. Donc ça ne peut pas être la stratégie, bien évidemment, pour accélérer la décarbonation. Et clairement, le système de quotas carbone, même avec le système de mécanisme d'ajustement carbone aux frontières, n'est pas suffisamment, ne traite pas de la même manière les produits importés. Clairement, ça a un impact quand la hausse des prix de l'acier, de l'aluminium, du verre, des engrais, de l'électricité, etc. Bien évidemment, ça a des impacts sur les produits finis qui ne seront pas traités par le MACF avant bien longtemps. Et même d'ailleurs de traiter l'ensemble des produits importés par le mécanisme d'ajustement carbone aux frontières serait quelque chose de très compliqué, puisque c'est une mesure aux frontières donc ça sera perçu comme une mesure protectionniste, alors qu'une taxe intérieure sur la consommation est beaucoup mieux, disons, moins perçue comme protectionniste, parce qu'elle traite de la même manière les produits locaux et importés. Et par ailleurs, bien évidemment, en faisant d'abord monter les revenus des ménages pour ne pas perdre de pouvoir d'achat, et même ça peut leur faire gagner du pouvoir d'achat, puisque la compensation, c'est comme lorsqu'ils continuent à acheter des produits carbonés, mais les produits moins carbonés étant moins chers, ils pourront facilement aller acheter des produits moins carbonés, et du coup, leur compensation sera supplémentaire au surcoût des produits carbonés. Clairement, je ne sais pas si vous avez en tête que les produits, chacun des produits ont des écarts de contenu carbone très importants. Par exemple, quand vous achetez des pommes, suivant comment elles sont produites, voilà, bon, je vais m'arrêter là, mais clairement, c'est un enjeu qui permettra d'avoir des bonnes solutions et de répondre à ces enjeux, justement. Merci Vincent. Alors, je crois qu'à la fois, tu nous as fait un exposé inquiétant sur le fait que la façon dont aujourd'hui on mène des politiques en faveur de la décarbonation, et que c'est très comment dirais-je, c'est très négatif pour les productions nationales.
Alors, l'idée d'un étiquetage carbone, étiquetage carbone qui aille jusqu'aux composants les plus fins. Le problème est de savoir qui va être capable, le problème de faisabilité. Est-ce que c'est très compliqué de savoir, de mesurer les fuites carbone, comme tu les as appelées, et ensuite de faire payer celles qui sont intenses en carbone, plus que celles qui sont sobres. Voilà, on en reparlera tout à l'heure. Bien, merci. Donc je voudrais maintenant passer la parole à Jacques Cressel, président de la commission économie et finances du Conseil qui nous accueille aujourd'hui. Et je lui avais posé la question de savoir est-ce que vous allez répondre à cela, est-ce que le modèle social européen, s'il y a un modèle social européen, n'est pas une partie de l'explication de la perte de compétitivité par rapport à des pays qui sont moins généreux en matière sociale. Merci beaucoup, bonjour à tous. D'habitude, le dernier intervenant a l'avantage d'être dans une situation dans laquelle tout a été dit avant. Là, vous remarquerez que le mot social n'a jamais été prononcé quand on parle de compétitivité depuis le début de cette heure. C'est peut-être pas un hasard, effectivement, c'est une question importante de savoir si notre modèle social aujourd'hui est encore possible dans une Europe qui régresse, en tout cas par rapport aux autres. Alors d'abord, quand on parle de modèle social européen, de quoi on parle ? On parle d'une chose qui est au cœur de l'Europe au départ. Il faut bien voir que dans le modèle issu du chancelier Erhard en Allemagne et autres, le social était déjà marqué, notamment dès le traité de Rome, comme un élément totalement essentiel. Quand vous prenez les textes, on voit bien qu'il y avait un équilibre entre l'économique et le social. Ceci a été un peu abandonné par la suite, puis ensuite revisité par Jacques Delors à partir des années 85, avec quelque chose d'extrêmement important dans lequel on a essayé de faire une politique sociale européenne. Je rappelle que nous avons au niveau européen, depuis notamment le traité de Maastricht, quelque chose d'assez essentiel dans lequel, quand les partenaires sociaux veulent faire quelque chose en matière sociale, eh bien, automatiquement, tous les autres pouvoirs s'arrêtent, puisque le Parlement n'a pas le droit de légiférer sur le sujet, le Conseil européen, pendant 9 mois, ne peut plus rien faire, et si jamais un accord est passé entre les partenaires sociaux, automatiquement celui-ci est soit intégralement transposé, soit au contraire complètement annulé purement et simplement. Donc on est dans un système dans lequel la démocratie sociale au niveau européen est un élément très important. Et il y a eu plein d'histoires, on n'a pas le temps de raconter tout ça, mais on voit bien que le sommet de Lisbonne en 2000 a posé toute une série de règles et d'objectifs globaux, un objectif d'ailleurs de croissance de 3%, il faut s'en souvenir, en 2000, mais aussi les objectifs en matière de taux d'emploi, en matière de taux de pauvreté, en matière de taux de formation, qui étaient les 3 éléments essentiels. Puis il y a eu toute une série d'éléments sur le nombre d'heures maximum qui pouvaient être travaillées dans une semaine, l'âge à partir duquel on pouvait travailler. Donc il y a une construction sociale qui s'est mise en place progressivement depuis l'origine de l'Europe, qui aboutit à ce qu'il y ait une forme de modèle social qui est autour de ces éléments minima, puis ensuite en matière de protection sociale, en matière d'assurance chômage, qui est quand même un élément assez fondamental de l'identité sociale européenne, et puis en matière d'emploi et de formation. Voilà. Tout ceci, progressivement, est en fait en train de se détricoter un peu quand on regarde. D'abord parce que la politique sociale européenne, chère à Delors, elle s'est arrêtée. Il n'y a plus aucun accord, il n'y a plus rien. De temps en temps, il y a quelques initiatives qui peuvent exister, mais on voit bien qu'aujourd'hui, il y a quelques socles, quelques chartes qui peuvent être signées, mais en réalité, ce dialogue social européen s'est arrêté. Deuxièmement, les écarts, et je vais y revenir pour les conséquences que ça a sur la compétitivité, ce sont des écarts sociaux qui restent extrêmement importants en Europe. Quand vous prenez les écarts en matière de SMIC, de salaire minimum, ils vont de 1 à 6 à 1 à 7 en Europe. Quand vous prenez les écarts de taux de chômage, une autre illustration par rapport aux objectifs de Lisbonne, on est là aussi dans des écarts de 1 à 6. Et donc, naturellement, on a du coup une situation interne à l'Europe qui devient de plus en plus fragmentée globalement, et ceci complique les choses. On a par ailleurs une situation dans laquelle
l'Europe elle-même, dans son dernier rapport sur la compétitivité, elle liste toute une série de critères, elle ne parle même plus de social. C'est assez frappant. Le rapport de février qui est sorti donc, il y a 2 mois, on regarde tous les sujets, comment l'Europe se classe par rapport aux autres, on ne parle plus du tout de ce sujet. Alors, est-ce que c'est un boulet, est-ce que c'est un atout? Au départ, c'était considéré comme un atout, et très franchement, pendant très longtemps, l'exemple de l'Allemagne en illustration, on pouvait à la fois avoir un pays très compétitif, avec un niveau de protection sociale très élevé. Aujourd'hui, on voit bien que c'est très compliqué, et c'est compliqué pas seulement à cause des problèmes de compétitivité relative, mais d'abord et avant tout parce que nous n'avons plus la croissance. C'est ce qui était dit tout à l'heure. Et cette croissance, elle se traduit non seulement par une faible compétitivité, mais elle se traduit aussi par un marché intérieur qui lui-même est en régression forte. Si on prend simplement la démographie, le solde naturel de l'Europe est négatif depuis 2012. Ça fait 12 ans. Donc nous sommes, et même le solde total, immigration comprise, est un solde négatif. On est donc dans un marché qui devient un marché de plus en plus faible. Mon métier principal, qui est d'être patron de la Fédération du commerce, je suis en même temps président de la Fédération mondiale du commerce, et donc je vois un peu ce qui se passe dans le monde sur tout ça. Ben, c'est pas compliqué, ça veut dire que quand la démographie diminue, vous avez de moins en moins de clients, de moins en moins de consommateurs, et quand vous rajoutez à ça ce qui était dit sur l'évolution du PIB par habitant, c'est quand même très frappant de voir que le revenu par habitant aujourd'hui est quasiment double aux États-Unis de l'Europe, et si on enlève naturellement les taux de change et autres, on a quand même eu depuis 2008 une progression 2 fois plus élevée aux États-Unis qu'en Europe globalement. Même chose quand on regarde la productivité qui était évoquée tout à l'heure, on est dans des évolutions qui vont vraiment quasiment de 1 à 2 entre l'Europe et les États-Unis. Donc on est dans un système dans lequel progressivement nous n'avons plus les moyens de nous payer finalement cette politique sociale extrêmement développée, et en même temps on n'a pas tellement les moyens non plus de la remettre totalement en cause. En quoi ceci est naturellement fondamental? D'abord parce que ça ne nous donne plus les moyens effectivement de poursuivre, mais aussi parce que ça détruit un peu l'Europe de l'intérieur. Je vais juste terminer par ça. Ce qui est très frappant, c'est de voir qu'aujourd'hui, Enrico Letta est en train de travailler sur ce sujet de manière forte, ça conduit à démembrer progressivement un peu l'idée de marché unique. Quand on regarde la crise agricole récente, quand on regarde toute une série d'éléments qu'on peut avoir de crises de ce type-là, en réalité, un des gros problèmes, c'est que la compétitivité d'un pays par rapport à l'autre n'est plus assurée. Et donc, on cherche à mettre en place des systèmes protectionnistes à l'intérieur de l'Europe, qui sont des systèmes qui aboutissent progressivement à remettre en cause le principe même qui fait la supériorité de l'Europe du point de vue économique, qui est l'existence de ce marché unique. C'est ça pour moi qui est extrêmement inquiétant, c'est que ce problème finalement de remise en cause de notre modèle social, ce problème de compétitivité extrêmement différente à l'intérieur de l'Europe, conduit progressivement à remettre en cause le mécanisme même qui a été fondé il y a bien longtemps aujourd'hui et qui quand même a eu des résultats et continue à avoir des résultats tout à fait remarquables. Merci beaucoup. Voilà. Donc on a fait un tour rapide de la question, et très partiel de la question de la compétitivité de l'Europe. Et j'aurais quelques questions à poser à nos intervenants. À Sébastien, au fait, quand on regarde le problème de la révolution numérique, on s'aperçoit que les géants du numérique sont tous américains ou chinois éventuellement, et on se demande un peu pour quelles raisons l'Europe a manqué cette révolution, cette évolution. Voilà. Bien sûr, c'est effectivement un des facteurs d'inquiétude qu'on a aujourd'hui en Europe, de constater qu'on n'a pas de géants mondiaux de la tech, on n'a pas de GAFA européens. Ouais. Et qu'en plus, ça risque de jouer encore plus sur l'intelligence artificielle. Les progrès fulgurants de l'intelligence artificielle, même si on a des entreprises prometteuses en France et en Europe, effectivement, ils sont principalement aujourd'hui aux États-Unis et dans une moindre mesure en Chine. Effectivement, ça fait partie des préoccupations majeures aujourd'hui en Europe. J'y vois au moins 2 éléments d'explication importants. Le premier, c'est qu'il n'y a pas de marché unique des services en Europe.
Les services sont le domaine dans lequel le marché unique est le moins avancé. Si vous voulez faire aujourd'hui, si Amazon avait voulu se développer en Europe, il aurait dû se développer dans 27 ou 28 avant paysages réglementaires différents. Ça aurait été un cauchemar administratif pour eux, en tout cas au moins au début. Je veux dire, maintenant, ils ont largement les ressources pour traiter ça. Mais je veux dire par là que la fragmentation de l'espace des services en Europe a été un vrai handicap dans ces domaines qui sont quand même avant tout des domaines de services. Hein, et ça fait des années qu'on parle de défragmenter, enfin de défragmenter, de casser un peu les barrières sur les marchés même du numérique en Europe, des services et du numérique. Donc ça, c'est, je pense, un premier aspect. Le deuxième, et je l'ai mentionné tout à l'heure, c'est le fait qu'en Europe, l'innovation de rupture, c'est pas ce qu'on fait le mieux. Et l'une des explications de ça, c'est qu'on a, il y en a beaucoup, c'est un problème profond, mais notamment, on n'a pas un bon modèle de financement du risque. Et le développement de ces technologies de rupture, c'est des développements qui sont extrêmement risqués, qu'on ne peut pas développer sur la base de financement bancaire, par exemple. Ça peut être que des financements en fonds propres. Ça demande un système un peu différent. Après, on peut invoquer des différences culturelles, etc. Mais j'essaie de me focaliser sur ce qui est plus du ressort de la politique économique et du ressort, disons, des choses qu'on peut espérer faire évoluer par des décisions de politique publique. D'accord, dans le long terme. Merci. Pour Sarah, je dirais, on a beaucoup parlé de l'Airbus des batteries. Donc l'une des réponses européennes, c'est souvent de dire on va faire un Airbus de ceci, un Airbus de cela, et puis là il y avait l'Airbus des batteries. Est-ce qu'il y a aussi d'autres Airbus dans l'industrie automobile possible? Oui, c'est un projet. Alors, c'est vrai que souvent, on essaie de répliquer ce qui est considéré comme un fleuron de l'Union européenne, à savoir la réussite d'Airbus dans l'aéronautique, sachant que Airbus, c'est quand même pas proprement parler un projet européen. C'est d'abord un projet d'État membre qui avait des industries aéronautiques et qui décide des entreprises en particulier, dans lesquelles les États étaient actionnaires, plus ou moins, et qui le sont en partie restés, et qui décident de contrer les États-Unis. Donc notre concurrent à ce moment-là, ce n'est pas la Chine, ce sont les États-Unis. Et c'est une réussite parce qu'on voit aujourd'hui on voit les difficultés de Boeing, on voit le fait que Airbus a racheté la compagnie canadienne, que Airbus fustigé. Bon, c'est une vraie réussite. Airbus est dans l'aéronautique européen et puis c'est aussi une entreprise de la défense. Donc quelque part c'est aussi important pour l'Europe. Mais est-ce qu'on peut répliquer cela dans d'autres domaines? C'est plus compliqué parce que la particularité du marché européen, c'est d'avoir des entreprises qui sont plus substituables que complémentaires. C'est toute la difficulté de créer des champions européens. Et aussi parce que vous avez beaucoup de sensibilité patriotique à l'égard de ces champions. Et quand il s'agit de fusionner, par exemple, les chantiers de l'Atlantique avec Fincantieri, l'italien, pour créer un Airbus de la construction navale, que ce soit le gouvernement français ou le gouvernement italien, ça frotte un peu et ils sont un peu réticents à céder à cette espèce de symbole que représentent les compagnies nationales. Donc c'est compliqué de fabriquer des Airbus. Il faut vraiment qu'il y ait des volontés à l'intérieur des entreprises. Parce que c'est quand même l'effet économie d'échelle est quand même important dans un certain nombre d'industries dont on parle. Et si on n'arrive pas à créer des géants européens, le risque est d'être dépassé en fin de compte. Et c'est vrai que l'économie du futur, l'économie de demain, c'est une économie qui est scalable. C'est une économie qui est fondée sur les rendements croissants. Alors, qui dit rendement croissant dit qu'il faut que vous atteigniez une certaine échelle pour être compétitif, pour être productif, pour être profitable. Et c'est vraiment le propre des technologies de l'économie numérique en général. Et c'est toute la difficulté de l'absence du marché intégré dont parlait Sébastien. C'est que si vous n'avez justement pas la capacité d'atteindre cette échelle efficace, vous êtes moins performant que les autres. Donc, mais c'est là où le marché européen est très important pour les entreprises. C'est là où l'union des forces pour des entreprises est très importante parce que c'est le seul moyen de pouvoir engager les investissements nécessaires en recherche et développement qui vont permettre des innovations de rupture ou des innovations incrémentables qui vont vous conférer de la compétitivité ou de la domination dans certains marchés. Donc oui, cette notion de rendement d'échelle est très importante au point même que je pense qu'on devrait même contester la loi des rendements décroissants.
Vous savez, normalement, le modèle de Solow vous dit qu'à partir d'un certain niveau de capital, le rendement du capital, il décroît. Mais sauf que dans certains secteurs, et notamment dans les secteurs numériques, il semblerait que continuer à investir, c'est tout le modèle des plateformes. Vous savez, une fois que vous avez atteint un certain niveau d'usagers, le coût marginal, il est faible. Et donc, dans l'économie numérique, en fait, à un certain niveau de capital investi, le rendement du capital augmente. Et ça donne tout l'avantage à ceux qui sont rentrés en premier, et notamment aux Américains. Alors, les Chinois sont forts sur les plateformes aussi, mais ils ne concurrencent pas vraiment, ils ne sont pas entrés sur le marché européen. Très bien, merci. Vincent, moi j'avais... Alors, à la fois, tu nous as promis que cet étiquetage permettrait de résoudre moult problèmes. Moi, je me pose la question de la faisabilité de cet étiquetage. Est-ce que ça ne va pas être une nouvelle usine à gaz telle que l'Europe les aime ? Alors non, c'est quelque chose qui ne sera pas compliqué dans un premier temps, alors parce qu'on est sur les produits finis, bien entendu, en tenant compte du contenu carbone sur l'ensemble de la chaîne de production, mais il existe déjà des étiquetages qui sont mis en place cette année, notamment sur le textile et puis sur l'alimentaire, et clairement, alors les bases de données actuelles qui sont mobilisées ne sont pas suffisamment bonnes et suffisamment précises et robustes. Mais justement, ça sera une bonne incitation, une première bonne incitation, pour que les entreprises puissent mieux mesurer leur impact carbone, parce qu'aujourd'hui, les bilans carbone, les méthodes ne sont pas bien établies, et donc du coup, les bilans carbone des entreprises, puisque vous savez qu'avec le CESR, c'est obligatoire pour les entreprises de plus de 200 salariés maintenant. Mais le problème, c'est que les méthodes de bilan carbone actuelles ne sont pas bien établies et ne sont pas du coup comparables. Alors que là, avec l'étiquetage carbone, du coup, ça sera sur les produits finis, ça sera l'indication, c'est que les entreprises qui voudraient argumenter que leurs produits sont moins carbonés que ce que donnent les bases de données actuelles, elles pourront le faire à condition de mettre en place une comptabilité carbone qui, du coup, permettra vraiment de faire une mesure beaucoup plus précise et beaucoup plus comparable, parce que c'est une méthode bien établie. Et d'ailleurs, là, le bon avantage aussi, c'est qu'il y a un collectif qui a développé une méthode, le collectif Carbone sur facture, qui, en fait, est très peu coûteux pour les entreprises pour le mettre en place. Pour un comptable qui fait la comptabilité financière de son entreprise, faire en parallèle la comptabilité carbone, ça ne lui prend que 2 à 3 heures de plus par an. Donc c'est très peu coûteux. Et par ailleurs, bien évidemment, la puissance publique pourra aider à développer des bases de données et des logiciels. Et ça serait très peu coûteux pour la puissance publique d'aider à le faire en comparaison de quand on voit les milliards d'euros, les dizaines de milliards d'euros qu'on doit donner en termes de subventions pour inciter à la décarbonation, alors que là, ce serait juste quelques centaines de millions d'euros pour mettre en place une vraie bonne mesure en termes de comptabilité carbone qui, bien évidemment, compte tenu de l'étiquetage carbone, sera vraiment bien incité, y compris pour les entreprises étrangères qui voudraient argumenter qu'elles sont moins carbonées. Et du coup, après 2-3 ans, même s'il n'y a que 2 à 3% des entreprises qui auront mis en place leur comptabilité carbone, on aura une mesure beaucoup plus précise, beaucoup plus rigoureuse du contenu carbone des produits finis sur l'ensemble de la chaîne de production. Et du coup, c'est à ce moment-là qu'on pourra passer à la contribution carbone, bien évidemment en faisant monter d'abord le revenu des ménages, en baissant les prélèvements obligatoires. Et ça sera positif pour les finances publiques, compte tenu de gagner en attractivité, en compétitivité, donc d'avoir plus de croissance et donc plus d'emplois, et donc une amélioration de la situation sociale, puisque ça c'est fondamental. Bien évidemment, on sait bien que pour améliorer notre situation sociale, le mieux c'est quand même d'avoir un développement de notre base productive qui génère plus de finances
Et par ailleurs, ça fait baisser les dépenses sociales, notamment le chômage. Et par ailleurs, en plus, la contribution carbone pourra contribuer à faire réduire les inégalités, puisque ça, c'est un enjeu fondamental. C'est qu'aujourd'hui, les mesures de décarbonation sont surtout négatives sur les ménages les moins aisés. Alors que là, cette mesure-là, ça serait l'inverse. Merci Vincent. Excuse-moi de t'interrompre, mais tu m'as presque convaincu de la faisabilité de l'étiquetage carbone. Jacques Fraisse, je me demandais, c'est une question aussi qui nous a été posée, est-ce que la fragmentation européenne, c'est-à-dire en fait la diversité des situations économiques des pays membres de l'Europe, n'est-il pas aussi un avantage, puisque on peut voir que les pays les moins avancés ont tendance à rattraper les plus avancés, donc ça donne de la croissance supplémentaire à l'ensemble de l'Europe. Ça permet aussi à l'intérieur de l'Europe de disposer de lieux de production où les coûts salariaux sont moins élevés, etc. etc. Donc il y a une possibilité de plus grande convergence intra-européenne. Est-ce que ce n'est pas un objectif à rechercher en matière, notamment en matière de compétitivité, en matière sociale? Je ne sais pas si c'est un objectif à rechercher. Ce qui est certain, c'est que ça peut être effectivement un avantage, à condition que le marché unique fonctionne. Le problème aujourd'hui, c'est qu'on est de plus en plus dans un marché unique qui ne fonctionne pas, pour faire le lien avec ce qui vient d'être dit, sur lequel on travaille beaucoup, et je suis extrêmement optimiste sur tout ça. Un sujet comme le Nutri-Score, par exemple. Le Nutri-Score, dont tout le monde sait en France que c'est quelque chose d'important, qui a eu des effets sur la qualité des produits. Vous avez des pays en Europe, comme la Roumanie aujourd'hui, ou l'Italie, qui interdisent les produits sur lesquels il y a du Nutri-Score. En disant et qui font que les produits fabriqués en France ne peuvent plus être exportés de la même façon que le reste. Donc on voit bien qu'on est effectivement, quand la concurrence est saine, elle est bonne. Quand la concurrence est faussée parce qu'il y a des règles qui interdisent cette concurrence, et malheureusement la fragmentation conduit à un peu de protectionnisme d'une manière ou d'une autre, là par contre c'est mauvais. Merci beaucoup. Pour conclure, j'aimerais remercier ceux qui sont à l'extérieur de ce site, qui nous ont suivis, j'espère, avec beaucoup d'intérêt, notamment le Lokidi, la Salle à Nantes, le lycée Georges de la Tour à Nancy, le lycée Siegfried à Paris, l'INRA à Rennes, le lycée Lursa à Toulouse, la Fondation Santé des étudiants de France, Paris 13, l'Institut de préparation à l'administration générale, etc., etc. Je ne vais pas les citer tous, hein. Mais bienvenue, merci à tous d'avoir participé à cette session.